Eh bien, donc, on va passer une petite vingtaine de minutes pour évoquer les conséquences de la déficience visuelle chez l'enfant. En préambule, et je pense que c'est le plus important, c'est de vous dire que je vais vous décrire plein de petites conséquences, effectivement, qu'a le trouble visuel sur le développement de l'enfant, mais surtout, gardez bien à l'esprit que ce n'est absolument pas systématique. Avec un petit peu de regard attentif, toutes ces conséquences de la déficience visuelle sont bien sûr évitables sans problème, et c'est donc absolument pas un tableau très pessimiste que je veux vous présenter, mais au contraire vous dire que ça nécessite un peu plus de vigilance, mais c'est tout, et qu'il n'y a surtout aucune conséquence qui est obligatoire ni rédhibitoire. Alors, une première petite diapositive ici, juste pour vous redéfinir ce qu'est la déficience visuelle en France. Vous savez que par rapport au MDPH, on applique actuellement la classification qu'on appelle la CIM-10 de la classification OMS. Si je vous ai mis ce tableau, ce n'est pas du tout pour vous rappeler toutes les définitions légales, c'est surtout pour vous dire qu'à partir de janvier 2022, normalement, l'OMS va appliquer une nouvelle classification internationale des maladies qui s'appelle la CIM-11 et qui pour nous va être très intéressante parce qu'au lieu de limiter la malvoyance à une acuité visuelle inférieure à 4 dixièmes, c'est-à-dire à partir de 3 dixièmes, eh bien, on va créer une classe supplémentaire qui prendra en charge les déficits neurovisuels, les troubles visuels non plus en dessous de 4 dixièmes, mais en dessous de 5 dixièmes. Donc, ça va énormément élargir le champ et surtout, ça va faire intervenir les baisses d'acuité visuelle également en vision de près. Donc, j'espère que cette classification qui est internationale va être aussi appliquée en France parce que ça va nous permettre d'élargir les possibilités de prise en charge des enfants déficients visuels, si les parents le souhaitent, dans des services spécialisés comme des CESAD ou des accompagnements scolaires. Je pensais que c'était important de vous le dire. Alors, quelle est la prévalence et quel est le nombre d'enfants déficients visuels en France? Là aussi, je vais être très rapide. En gros, les études actuelles considèrent environ un enfant sur 1000 serait atteint d'une déficience visuelle très sévère, c'est-à-dire qu'on exclut tous les enfants qui ont simplement un strabisme, qui ont simplement un port de lunettes. Et dans ces chiffres probablement sous-évalués, l'intérêt, c'est de voir qu'actuellement, le nombre des enfants déficients visuels, porteurs de handicap associés, on va voir après ce que c'est, augmente régulièrement. Alors, si je vous ai projeté cette diapositive, là aussi, c'est pour vous dire qu'on a très peu de chiffres très précis d'épidémiologie, de recensement des déficients visuels dans notre pays. Sachez que là aussi, normalement, en novembre 2022, un rapport des sociétés françaises d'ophtalmologie devrait sortir, ayant pour sujet la déficience visuelle, l'épidémiologie de la déficience visuelle, et en particulier chez l'enfant, qui sera piloté par le docteur Zalonghi de Nantes. Et donc, nous, on est un peu tous sollicités, les ophtalmos impliqués. On espère surtout pouvoir vous fournir à cette date-là, enfin, quelques chiffres précis sur la répartition des déficiences visuelles en France. Alors, pathologie de l'enfant, en gros, les pathologies de l'enfant qui vont être source de déficiences visuelles vont être classées dans deux grandes catégories. Les déficiences visuelles isolées, dans lesquelles, bien sûr, on va retrouver, j'ai classé les albinismes, par exemple, mais dans lesquelles on va avoir toutes les dégénérescences rétiniennes, des rétinopathies pigmentaires, l'amorose congénitale de Leber, les maladies de Stargardt, etc., etc. On va dire que c'est la première grande cause de basse vision chez l'enfant. Deuxième grande cause de basse vision chez l'enfant, toutes les malformations congénitales, tout ce qui est malformation des globes oculaires, malformation de l'angle iridocornéen, ça sera un glaucome. Malformation d'un cristallin, ça sera une cataracte. Malformation du nerf optique, ça sera une atrophie optique, etc., etc. Donc, toutes, on va dire, les malfoutoses des yeux. Et puis, bien sûr, on a mis en troisième cause des albinismes parce qu'on constate dans nos services de soins actuellement que le nombre d'albinos a énormément augmenté, en particulier, on pense, par rapport au phénomène migratoire en raison de certaines familles en provenance d'Afrique en particulier. Déficience visuelle et handicap associés, je sais bien que ce n'est pas tout à fait le thème aujourd'hui, je voulais néanmoins signaler. Pourquoi? Parce que depuis 3 ans à peu près,
on s'est aperçu que la première cause de déficience visuelle chez les jeunes et chez les enfants, ce ne sont plus les anomalies d'origine oculaire, mais ce sont les anomalies d'origine cérébrale et en particulier les séquelles de prématurité ou les affections néonatales, avec tous ces grands prémas, tous ces enfants qui ont eu des souffrances un petit peu à la naissance. Et je ne dirais pas qu'il y en a plus, mais on diagnostique de mieux en mieux toutes les autres maladies, en particulier ce qu'on appelle les maladies métaboliques, les maladies dégénératives. On ne va pas rentrer dedans, mais voilà, on porte beaucoup mieux des diagnostics de certaines maladies dégénératives sur lesquelles on diagnostique maintenant aussi beaucoup mieux les déficiences visuelles. Et enfin, on s'intéresse de plus en plus actuellement au lien qu'il y a entre la déficience visuelle et les troubles de la relation et de la communication qu'il peut y avoir chez certains enfants, en particulier dans des tableaux proches de l'autisme. Alors, déficience visuelle et enfants, il faut commencer par dire une chose, quelle est la place de la vue par rapport aux autres sens? Eh bien, il est primordial de bien noter que pour le fonctionnement sensoriel d'une personne qui n'est pas porteur de maladie, la vision, le sens visuel est le sens hégémonique. C'est le sens un peu prédominant qui va avoir tendance à écraser les autres sens, que sont l'audition, le toucher, etc., etc. Et donc, la mise en place de ce sens visuel va jouer un rôle très, très important dans la construction de l'enfant. Deuxième point très important, c'est que contrairement par exemple à l'olfaction, contrairement au goût, contrairement à l'audition, la vision chez le bébé est un sens qui n'est pas terminé. La maturation de la vision, la mise en place de la vision se fait en postnatal, chez le bébé, et elle s'acquiert grâce aux expériences visuelles répétées. C'est le fait de voir qui fait que l'on va mettre en place sa vision. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important parce que ça va nous expliquer toute l'importance que sont l'apport d'expérimentation concrète, l'apport d'expérience visuelle pour mettre en place la vision chez un enfant, même s'il est porteur de pathologie. Ce que l'on sait très bien, c'est que cette période de mise en place de la vision débute, bon, certes, dès la naissance, mais va vraiment commencer à partir en gros du 4e mois. La période la plus, on va dire, la plus efficace, la plus sensible, en gros, ça va être vers 18 mois et ça continue à se mettre en place et ça diminue légèrement à partir de 7 ans, probablement jusqu'à 10 ans, mais il faut savoir aussi que l'expérience visuelle va pouvoir vous être contributive, vous apporter une notion de meilleure vision, pratiquement maintenant, on le sait, jusqu'à la fin de notre vie. On est capable d'acquis visuels très, très, très longtemps, même chez les personnes âgées. Et donc, se rappeler que la mise en place de la vision se fait en postnatal avec une période sensible, en gros qui débute à partir du 4e mois, qui va se poursuivre pendant pratiquement toute l'enfance et que cette période critique de stimulation est extrêmement importante puisque c'est là qu'on va pouvoir agir pour limiter et pour supprimer éventuellement les conséquences de la déficience visuelle chez l'enfant. Alors, mise en place à partir de l'âge de 4 mois, ça ne veut pas dire du tout que le bébé ne voit pas. Pendant très très longtemps, tous les bouquins d'ophtalmo vous disaient à la naissance, un bébé en gros, ça va 1/20e. Bon, sauf que tous les parents qui ont tenu leur nouveau-né dans leurs bras se sont bien rendus compte que la première chose que fait le nouveau-né, à part le fait d'avoir envie de manger, c'est d'essayer d'accrocher le regard de ses parents, le regard de sa maman et le regard de son papa. On se rend bien compte que même si l'enfant n'a pas une vue complètement développée, il a quand même une excellente perception des visages et il commence à pouvoir interpréter certaines émotions et certaines expressions du regard dès la naissance. Et ça a été montré, vous voyez, déjà un certain nombre d'années, dans les années 80, où l'expérience de Metsoff et Moore avait montré que si on prend un nouveau-né, alors il faut savoir qu'on va le reprendre à la diapositive suivante, on ne fonctionne à la naissance qu'avec des cellules qui s'appellent les bâtonnets. Les cônes surviennent plus tard. Donc, si vous prenez un petit bébé nouveau-né dans votre entourage, la première chose à faire, c'est de le mettre légèrement dans la pénombre pour ne pas agresser les bâtonnets. Puis, vous prenez l'enfant, vous le mettez bien en face de vous, bien en face de votre regard,
et vous allez commencer à faire une grimace. La plus facile et la plus répétée, c'est de tirer la langue. Tout doucement, vous tirez la langue à fond. Et aux surprises, au bout de quelques secondes, les bébés, à peu près jusqu'à l'âge de 15 jours, 3 semaines, parfois jusqu'à un mois, eh bien, vous allez voir quoi? Vous allez voir le bébé qui se met à son tour à tirer la langue. C'est-à-dire que non seulement il a vu la grimace qu'a fait la personne en face, mais surtout, il a été capable de la reproduire. Et ça a été une révolution pour la compréhension de la vision et la compréhension du cerveau, avec l'irruption de ce qu'on appelle dans nos jargons les neurones miroirs, hein, qui vont expliquer énormément la mise en place de la vision. Deuxième phénomène qui explique la mise en place de la vision progressive chez les enfants, c'est le fait qu'à partir du 4e mois, ce qu'on appelle les cônes, c'est les cellules centrales de la rétine, les cellules qui sont au niveau de la macula, vont commencer à pousser. Chez l'enfant nouveau-né, il faut vous imaginer qu'on a donc 2 sortes de cellules qui sont sensibles à la lumière, hein, qui vont vous permettre d'imprimer les images sur la rétine, d'un côté les bâtonnets et d'un côté les cônes. Les bâtonnets, c'est tout ce qui est la vision périphérique, la vision quand il y a moins de lumière, la vision du mouvement, la vision de l'espace. Ça existe dès le début. Si vous voulez, c'est ce que dans notre jargon, on appelle le flux visuel de l'ensemble, le flux visuel périphérique. Et à partir du 4e mois, à peu près, chez le bébé, eh bien, les cônes qui au début sont tout petits, sont tout rachetocs, sont tout mélangés, vont commencer à se redresser, vont commencer à s'allonger, et au fur et à mesure que ces cellules que sont les cônes grandissent, eh bien, on voit au fur et à mesure l'acuité visuelle, c'est-à-dire la vision centrale, la vision fine, précise et colorée, la vision centrale va donc se mettre en place et va vous permettre généralement, selon les enfants, entre 4 ans et demi et 6 ans, à atteindre 10 ans vers 5 ans. Si je fais cette digression, c'est qu'elle est très importante dans l'albinisme. Pourquoi? Eh bien parce que l'un des symptômes principaux de l'albinisme, qui est la malvoyance en relation avec notre fameux nystagmus, est dû à quoi? Est dû au fait que la macula, la fovea, en plein milieu de la rétine, reste sous-développée, ne se développe pas correctement parce qu'on n'a pas eu assez, en gros, l'épithélium pigmentaire qui est derrière n'est pas suffisamment opaque pour permettre à nos cônes de se développer. Et donc, l'origine de cette basse vision que l'on peut observer chez les albinos, c'est ce qu'on appelle scientifiquement en ophtalmo hypoplasie fovéolaire, c'est-à-dire manque de développement de la partie centrale de la macula, c'est-à-dire manque de développement des cônes. Ça ne veut pas dire pour autant que chez ces enfants qui ont de nystagmus, il ne faut pas stimuler leur vision ni leur apporter au contraire encore plus d'expériences visuelles concrètes pour essayer de les booster le plus possible, on va dire. Donc, mise en place progressive de la vision avec les cônes qui se développent normalement sans pathologie intercurrente à partir de l'âge de 4 mois, maximum de sensibilité vers 18 mois, très efficace jusqu'à 7 ou 10 ans, mais on sait que ça peut être mis en place pendant toute la durée de notre vie. Alors, quand j'ai un déficit visuel, et la vision va retentir, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est un sens hégémonique, un sens qui écrase un petit peu toutes les autres perceptions, eh bien, on va voir que les déficits visuels, éventuellement, vont retentir pratiquement sur tous les domaines du développement de l'enfant. Et on va successivement envisager la communication par le regard, c'est-à-dire le retentissement sur les échanges sociaux, le rôle social, le rôle de communication par le regard. On va aussi évoquer la mise en place du développement psychomoteur et surtout la mise en place de la régulation de ce que l'on appelle le tonus musculaire. Et vous allez voir que ça se fait grâce à l'appui visuel. Puis, on parlera rapidement, bien sûr, de ce que vous attendez tous, c'est-à-dire la compréhension du monde qui nous entoure, les représentations spatiales, les représentations mentales, grâce à la vision. Ça va être le rôle de notre cerveau qui comprend ce que l'on voit. C'est le rôle cognitif. Et enfin, je voudrais surtout vous évoquer un 4e rôle que l'on prend en charge de plus en plus en ophtalmologie et qui jusque-là était un petit peu ignoré, c'est la régulation du cycle nictéméral et la photosensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté,
la vision par les cônes, les bâtonnets, les cellules ganglionnaires, le nerf optique, la vision, tout ça va au cerveau occipital. C'est la vision classique, hein, ce qu'on vous décrit d'habitude. Ce qu'il y a de très, très, très important à comprendre, c'est qu'il y a à peu près une dizaine d'années, on a bien mis en évidence qu'il existait au niveau de la rétine des cellules ganglionnaires, bon, voilà, qui ne sont pas liées à la voie principale qui va vous permettre de voir et de regarder, mais des cellules qui sont sensibles à la lumière, qui ne passent pas par les cônes, qui ne passent pas par les bâtonnets, mais qui vont directement aller dans certaines zones du cerveau et qui vont être responsables de deux phénomènes essentiels. L'un qui est ce qu'on appelle la régulation du cycle nictéméral, c'est-à-dire la régulation du rythme jour-nuit, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure le soir, vous savez, généralement vers 23 heures, quand le cerveau a été suffisamment sensible à la lumière, eh bien, il va déclencher la sécrétion de mélatonine, et c'est la sécrétion de mélatonine qui va vous entraîner le sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on sait maintenant très précisément l'importance qu'a le flux lumineux dans la journée, même chez certaines personnes en situation de cécité, puisque ça ne passe pas par la vision elle-même, mais l'importance qu'a le fait que les yeux reçoivent une certaine quantité de lumière pour pouvoir réguler ces rythmes jour-nuit. Et ça va être très important, en particulier chez certains enfants, chez certains petits-enfants déficients visuels, qui vont avoir une petite perturbation de ce cycle nictéméral avec des difficultés d'acquisition du sommeil. Deuxième phénomène très important, c'est la photosensibilité. On sait très bien que ces cellules vont directement au cerveau et donc ne passent pas là aussi par les cônes et les bâtonnets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes quelqu'un d'extrêmement déficient visuel, vous pouvez très bien être sensible à l'éblouissement, vous pouvez très bien souffrir d'un excès de lumière et de le ressentir même si vous ne le voyez pas. Et là aussi, ça a été pour nous quand même un phénomène de compréhension par rapport aux malvoyants et à la sensibilité à la lumière, savoir que celle-ci n'était pas directement liée aux possibilités d'acuité visuelle. Vous voyez, ça a été un tout autre point de vue par rapport au rôle de la vision. Donc, rôle de la vision dans le déclenchement du sommeil, aussi bizarre que ça pareil, et dans la sensibilité à la lumière. Alors, chez l'enfant que vous allez prendre en charge, dans le développement de l'enfant, donc la grande question, la problématique, c'est la déficience visuelle a-t-elle vraiment un impact sur le développement de l'enfant? Dans quel domaine et comment prévenir ses conséquences? Alors, je vous ai dit, premier rôle, le rôle de la communication, le rôle social. Ça existe dès les premières minutes de la vie. Quand l'enfant accroche le regard de son papa et de sa maman, c'est ce regard qui est chargé d'affect, et ça c'est très important à comprendre, c'est ce lien affectif qui se met en place par les parents, par l'entourage, qui par la suite va pouvoir nous déclencher, nous expliquer la mise en place de la vision. Donc, toute l'importance de ce lien qu'on établit au tout début avec notre enfant, pour établir après, par la suite, tout ce qui est communication non verbale, expression des émotions et comprendre comment se situe la personne qui est en face de vous. Là aussi, dans ce rôle de la communication, bien sûr, on va évoquer les difficultés d'apprentissage par imitation. Un bébé, quel qu'il soit, va apprendre par imitation en regardant. Bon, vous imaginez bien ce que ça signifie pour un apprentissage scolaire. Mais par exemple, le fait d'apprendre à mastiquer chez le bébé. Quand un bébé naît, il va téter de façon systématique et automatique, il sait tout de suite comment téter. On le met au sein de sa mère, il est en ce qu'on appelle en déglutition primaire, c'est-à-dire qu'il va apprendre à téter en appuyant sa langue contre son palais, il le fait automatiquement. Au fur et à mesure où l'enfant grandit, il va s'apercevoir de quoi? Il va s'apercevoir que quand les gens mangent, ils mastiquent, ils bougent leur mâchoire, ils vont écraser les aliments. Et le passage de la déglutition primaire à la déglutition beaucoup plus construite secondaire qui nous permet de mâcher les aliments, qui nous permet de muscler notre langue, nos joues, etc., se fait par imitation et par observation.
Et c'est pour ça qu'on a expliqué en particulier certains petits troubles de l'oralité et des retards à la mastication chez les enfants déficients visuels parce qu'il leur manque cette imitation du comportement des autres personnes à table. Et donc, parfois, on va contourner cet obstacle quand l'enfant refuse tous les petits morceaux, tous les petits aliments, etc., qu'il a tendance à ne vouloir que du mixé, ou dès que vous mettez un petit morceau de pâte, vous voyez le petit morceau de pâte qui ressort, eh bien, on va lui apprendre à mastiquer carrément en lui mettant éventuellement un petit aliment entre ses mâchoires, et puis on lui montre comment mastiquer parce que sa vue n'a pas pu faire le travail. Donc, le lien affectif pour déclencher la vision est primordial et perturbation des acquisitions par ce qu'on appelle l'imitation pour l'apprentissage. Deuxième grand mot dans le rôle social, la perturbation du processus d'acquisition identitaire et la prise de conscience de la différence. Il est évident que quand vous considérez un enfant en état de cécité ou en état de malvoyance très précoce ou congénitale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que pour lui, la vue a toujours été comme ça, la vie a toujours été comme ça. Et faire comprendre à un enfant qu'il est déficient visuel, alors que lui a toujours vécu avec ces références visuelles-là et qui s'en trouve très bien, c'est parfois extrêmement compliqué. La prise de conscience de la différence est parfois douloureuse et ça ne se fait absolument pas automatiquement. En moyenne, les enfants, ils sont très sensibles à partir, on va dire, de la fin de la petite section de maternelle ou en moyenne section de maternelle. Et ce travail sur la perception de la différence, de savoir faire comprendre à l'enfant, certes, tu n'es pas handicapé, tu as simplement un handicap visuel qui te demande des adaptations, on va essayer de le faire comprendre très tôt de façon à ce que par la suite, la construction identitaire puisse bien se mettre en place, je vous dis généralement en maternelle. Autre rôle social, les troubles de l'acquisition du langage, l'écholalie et le verbalisme. Alors voilà des mots bien compliqués. Paradoxalement, on observe souvent que les enfants déficients visuels ou même les enfants en état de cécité sont capables d'acquisition de langage parfois extrêmement précoce. Ils mettent en lien, bien sûr, un langage oral qui est souvent très, très tôt et souvent d'excellente qualité. Par contre, il faudra être attentif à deux choses, l'écholalie, c'est-à-dire le fait de répéter systématiquement la phrase de l'interlocuteur qui s'adresse à lui. Il faut que ça soit un passage très, très bref, de façon à ce que ça ne révèle pas un trouble de la relation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose à laquelle nous serons attentifs, c'est ce qu'on appelle le verbalisme, c'est-à-dire le fait que quand vous apprenez à parler, votre regard va vous indiquer ce que le mot que vous mettez sur un objet correspond bien à cet objet. Alors, difficulté d'acquisition du sens concret du mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez appris qu'une chaise, c'était une chaise en regardant une chaise en bois, par exemple, eh bien, certains enfants vont employer le mot de chaise, mais pour eux, les mots de chaise ne seront que la chaise en bois. Et faire comprendre que le mot de chaise concerne à la fois la chaise en bois, à la fois la chaise en plastique, etc., etc. Vous voyez, tout le concept beaucoup plus large, c'est parfois quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Par exemple, quand on me dit « j'apprends les légumes », je me rappelle d'une discussion avec une jeune éducatrice qui me dit « ah ben, je le fais travailler les légumes ». Bon, comment est-ce que tu fais travailler les légumes à un enfant déficient visuel? Eh bien, elle avait toute une collection de petits légumes en plastique. Voilà. Mais si vous apprenez à un enfant très, très déficient visuel qu'une tomate, c'est une petite tomate en plastique rouge, ça ne correspond pas à la réalité de la tomate. Ce n'est pas le vrai volume, ce n'est pas le même goût, etc., etc. Donc, on va être extrêmement attentif à ces fameuses expérimentations concrètes et adaptées pour que ce soit le plus clair possible dans l'acquisition du sens des mots pour l'enfant. Donc, trouble de l'acquisition du langage. Alors, difficultés de contact, anxiété et dépression, est-ce que ça existe chez les enfants déficients visuels? Eh bien, paradoxalement, assez peu. Autant les parents, à l'annonce du handicap, bien sûr, c'est un bouleversement, c'est un tsunami, c'est extrêmement douloureux pour les parents. Les enfants sont souvent capables d'une résilience assez extraordinaire.
surtout pendant les périodes de latence, jusqu'à 10-12 ans. Je dis bien qu'ils sont capables, et moi j'observe très rarement vraiment des vraies dépressions chez les enfants, pas chez les adolescents. Et ça, vous devez le savoir, mais le vécu de la déficience visuelle, la survenue d'un handicap visuel, par exemple à l'adolescence, dans certaines maladies comme certaines neuropathies optiques, va nous donner des tableaux qui seront extrêmement différents de ceux de l'enfant. Et souvent, les adolescents sont beaucoup plus en difficulté au point de vue phénomène de syndrome dépressif, inhibition, etc., que les adultes. Alors, je pense que vous en parlerez après ici avec les psychologues. Le vécu de l'albinisme à l'adolescence, il a aussi quelque chose de très spécifique, mais je ne suis pas sûre du tout que ça soit lié au handicap visuel, mais plutôt à la spécificité clinique, voilà, à l'aspect esthétique sur lesquels nous revendiquent beaucoup les adolescents et qui vous expriment d'ailleurs généralement très très bien. La vision, donc, rôle social, rôle moteur. Alors, ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que la vision va servir d'appui dans ce qu'on appelle la répartition du tonus musculaire. Quand un bébé naît, vous avez tous pris un nouveau-né dans les bras, vous avez vu son tronc est tout mou, il ne tient pas sa tête, le corps est tout mou. Par contre, les bras et les jambes sont un petit peu hypertoniques, ils sont un petit peu ramassés, et puis vous voyez il a du mal à relâcher ses bras et ses jambes. Eh bien, c'est l'expérience visuelle, entre autres, avec le fait de pouvoir poser son regard, qui va renforcer les muscles du cou et permettre, entre autres, l'acquisition de la tenue de tête. Et puis, au fur et à mesure, la vision va vous permettre une meilleure répartition du tonus musculaire, c'est-à-dire qu'on va voir que le tonus du tronc se renforce, l'enfant tient sa tête, puis il est capable de se tenir assis, etc., etc. Et puis, on va voir que les bras et les jambes ont tendance à se relâcher, qui va commencer à pouvoir manipuler, à pouvoir attraper des objets, etc., au fur et à mesure que le tonus musculaire se met en place dans les bras et dans les jambes. Qu'est-ce qu'on observe chez les enfants déficients visuels? On observe d'abord un retard, souvent un petit retard en tenue de tête, c'est-à-dire qu'une tenue de tête, normalement, on va dire que ça se fait vers 1 mois, et souvent il y a un petit retard à l'acquisition de la tenue de tête chez les enfants déficients visuels, mais rien de dramatique. Un retard dans notre jargon, ce qu'on appelle les niveaux d'évolution motrice, c'est-à-dire alors les psychomotriciennes ont des grands tableaux en disant à tel âge vous devez marcher, à tel âge, etc., etc. En réalité, le retard est extrêmement modéré et on a même des enfants aveugles complets qui marchent à l'âge tout à fait normal de l'acquisition de la marche. On a assez peu de retard dans l'acquisition de la marche. Par contre, ce que l'on voit, c'est que souvent, ils ont plus de difficultés pour enchaîner les postures. C'est-à-dire que quand je suis assis pour passer debout, je mets un peu plus de temps. Ou quand je suis debout, j'aime bien rester debout. Je n'aime pas repasser à la position assise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que souvent, ils n'aiment pas trop les déséquilibres. Et donc, on va travailler énormément, vous savez, avec des gros ballons, essayer d'appréhender mieux les déséquilibres pour que les enfants s'y retrouvent. Là aussi, il n'y a aucune raison pour que quand ils soient bien pris en charge, on ait des altérations importantes du développement psychomoteur. Certainement pas. Ça va être des petits signes que l'on va rechercher tout simplement pour éviter qu'ils se mettent en place. Ça, c'est en gros pour les coordinations globales. Pour les coordinations fines, par contre, souvent, il y a un petit signe que l'on observe, c'est-à-dire qu'on va avoir souvent une perturbation de ce qu'on appelle donc la régulation tonique, c'est-à-dire la régulation du tonus musculaire, et en particulier, alors voilà, l'expression c'est extrémité distale des membres supérieurs, ça veut dire des mains tout simplement, et que très souvent, chez les enfants déficients visuels, on va avoir, et on va le voir souvent en grande section maternelle ou au CP, on peut avoir des petits retards dans le tonus de la main, avec soit des mains trop molles, eh bien, c'est que quand ils veulent écrire, ça s'inscrit à peine sur la feuille, ou au contraire avoir des crispations très importantes, c'est que quand ils écrivent, ils vont presque vous arracher le papier tellement ils appuient sur leur crayon, sur leur stylo. Et ces difficultés de contrôle
du tonus de la main, ces difficultés de contrôle du geste graphique vont être extrêmement importantes à prendre en charge, bien sûr, pour pas qu'il y ait de retentissement sur les acquisitions scolaires. Alors, la phobie du toucher, ça va s'observer essentiellement chez les enfants qui sont les aveugles congénitaux, hein, où vous n'avez absolument pas envie d'aller toucher quelque chose que vous ne voyez pas et que vous ne connaissez pas, avec ce qu'on appelle l'irritabilité tactile, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'aller toucher tout ce que vous ne sentez pas. Là aussi, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître spontanément, c'est travaillé par les ergothérapeutes ou les psychomotriciennes, et si c'est bien pris en charge correctement au bon moment, il n'y a aucune raison pour que cette phobie du toucher ou que l'irritabilité tactile persiste. Alors, un tout petit focus quant au rôle moteur sur des questions que l'on nous pose souvent, et d'un, les blindismes, et deux, les comportements un petit peu des enfants déficients visuels. Alors, qu'est-ce que les blindismes? Les blindismes, vous savez, c'est ces mouvements répétitifs, un peu stéréotypés que vont avoir certains enfants déficients visuels, avec soit un balancement hein, pour avoir une stimulation vestibulaire, soit des mouvements de main un peu particuliers, etc., etc. Il est extrêmement important d'essayer de différencier deux choses qui sont complètement différentes. C'est d'un côté les blindismes, qui sont des stimulations, on va dire, sensorielles pour ce ressenti, hein, et qui généralement vont survenir chez les enfants déficients visuels quand ils s'ennuient, quand ils ne sont pas occupés, etc., etc. Mais dès qu'on va leur donner une tâche à effectuer, donc on va les intéresser, vous allez voir que ces signes vont diminuer énormément. Il faut vraiment distinguer ces blindismes de blind, aveugle, des stéréotypies qui sont exactement les mêmes mouvements, mais qui vont être des phénomènes d'angoisse, qui vont être des phénomènes de variation des sens extéroceptifs, hein, des variations des seuils, et qui, eux, seront des signes précurseurs de troubles de la relation, de troubles de la communication, voire de syndrome autistique. Il faut vraiment, vraiment faire la différence et ne pas avoir de confusion entre d'un côté les blindismes et de l'autre côté les stéréotypies. Et malheureusement, souvent, dans le vocabulaire actuel, que ce soit par même les médecins ou les psychologues, etc., on confond les deux. Or, ça n'a absolument pas la même signification clinique. Donc, bien faire la différence entre les troubles de la relation et de la communication et la déficience visuelle. Parfois, ce n'est pas évident. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Autre petit focus important, c'est les troubles du comportement. Eh bien, dans la majorité des cas, les enfants déficients visuels, ce ne sont pas des enfants tout gentils et tout calmes qui n'osent pas bouger, qui restent tranquillement assis au fin fond de la classe. Hein. Très souvent, ce sont des… Alors, ce n'est pas systématique, bien sûr, hein, mais très souvent, ce sont des enfants qui sont un surinvestissement verbal, c'est-à-dire que ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Quand vous leur demandez de faire une tâche ou quand vous leur demandez de faire quelque chose qui est un petit peu compliqué, souvent, ils sont très, très forts pour vous noyer le poisson hein, et vous essayer de détourner la conversation en parlant. Hein. Ils ont souvent un surinvestissement verbal. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que souvent, ce sont des enfants qui sont à la recherche de stimulation sensorielle et qui donc vont bouger dans tous les sens. Hein. La majorité des petits déficients visuels, vous les mettez en haut, vous l'avez observé, vous les mettez en haut d'un toboggan, ils vont adorer ça. Hein. Ce sont généralement des enfants assez remuants qui sont beaucoup plus dans l'action et dans le défoulement que des enfants qui vont rester très tranquilles dans leur coin. Hein. Ce sont souvent parfois des enfants un peu agités et moi je suis toujours très étonnée parce que chaque année on m'adresse un ou deux enfants adressés par des CMPP, des enfants qui ont été diagnostiqués en école maternelle comme un peu trop actifs, trop agités, etc. On les envoie d'abord en CMPP. Personne n'a pensé, parce que c'est vrai que les délais de rendez-vous sont longs, hein, mais on n'a vérifié ni l'audition ni la vision, et on dépiste comme ça des déficiences visuelles qui devraient arriver d'abord en consultation ophtalmo, parfois avant d'aller voir les psychologues. Alors,
Éventuellement, je vous l'ai dit, un petit retentissement sur les développements psychomoteurs, surtout à cause des retentissements de la régulation du tonus musculaire. Hein. Donc, un développement psychomoteur qui peut être un petit peu plus lent, mais ce n'est pas du tout systématique. Et si l'enfant a été suffisamment stimulé, s'il a été se balader, s'il a eu suffisamment d'expériences concrètes, il n'y a aucune raison pour que ces troubles s'installent définitivement. Vraiment, j'insiste beaucoup sur ce point. Alors, rôle social, rôle moteur et rôle cognitif. Le déficit visuel n'a bien sûr aucun impact sur l'intelligence, sur le QI, on n'en parlera même pas. On peut éventuellement avoir un petit retard de l'acquisition de la permanence de l'objet, hein, qui peut être généralement chez l'enfant déficient visuel un petit peu après 2 ans, après 24 mois, dû au fait que parfois l'enfant limite son monde existant juste à l'espace proche, juste à son espace de préhension. Hein. Un petit retard d'acquisition de ce qu'on appelle l'attention conjointe et la théorie de l'esprit, c'est-à-dire que si l'enfant a du mal à interpréter l'expression du visage de la personne qui est en face, il va avoir du mal à se représenter aussi ses émotions. Hein. Est-ce que moi je suis content, mais est-ce que je peux me représenter que quand je suis content, si j'ai fait une bêtise, la personne en face, elle peut être en colère et que donc on ne va pas être tout à fait sur la même échelle. Et donc, c'est parfois un peu plus compliqué pour les enfants de se représenter les états mentaux, les états affectifs, les états, on va dire, de colère, enfin, les émotions de la personne qui est en face. Autre chose extrêmement importante chez les enfants déficients visuels, c'est ce qu'on appelle l'élaboration de la représentation mentale de l'espace, des dessins, des formes et la constitution de la bibliothèque visuelle. C'est-à-dire que, si j'y vois même bien, vous imaginez bien qu'il faut que j'engrange quand même et que je me fasse ma bonne bibliothèque pour mettre le bon mot sur tous les objets. Hein. On en avait un petit peu évoqué le sujet avec le verbalisme dans les troubles de la parole. Là, j'ai trouvé très intéressant de vous mettre 2 dessins. Le dessin en haut, vous voyez la petite princesse ici qui est super détaillée, super colorée, etc. Eh bien, c'est fait par une petite fille qui avait moins d'1/20, hein, avec un glaucome. Alors, vous voyez, il a déjà un certain âge, hein, 2003. C'est une grande jeune fille maintenant qui fait des études supérieures. Et même en état de cécité légale, elle a été capable de me faire un super dessin coloré. Et ça, bien sûr que cela va énormément perturber, je me rappelle l'enseignante en particulier, à qui j'expliquais qu'elle était en cécité légale et qui était capable, alors que l'enfant, en vision tout à fait centrale, était encore capable de faire des dessins de ce type-là en vision de très près. Le dessin d'en dessous, c'est par Germano, qui lui est un aveugle complet, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune perception depuis l'âge de 6 ans. Et donc là, c'est un dessin qu'il avait fait vers l'âge de 8 ans. Et vous voyez que même en état de cécité complète, il avait encore suffisamment de souvenirs de la mémoire des dessins qu'il faisait alors, il n'est pas parfait, son petit bonhomme, mais vous voyez qu'il a été encore capable de d'écrire son nom et de refaire de proche en proche un petit bonhomme que l'on reconnaît extrêmement bien alors qu'il n'avait plus aucune perception visuelle, mais qu'il avait engrangé toutes ces représentations mentales jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Alors, si on résume, quelles vont être les spécificités sensorielles et les spécificités de développement auxquelles on va être attentif pour l'enfant déficient visuel, eh bien d'abord, rappelez-vous, hein, un rythme un peu plus lent, le temps que les informations visuelles montent bien jusqu'au cerveau. Apprentissage, je vous l'ai dit tout au début, pas de possibilité d'imitation de certains gestes pour certains enfants, donc être extrêmement attentif aux possibilités d'imitation. L'audition, elle est généralement très bien en place chez les enfants déficients visuels. Au contraire, ils vont même avoir une difficulté à mettre en place ce qu'on appelle le filtre auditif, c'est-à-dire qu'ils sont attentifs à tout, ils écoutent tout, et que ça nous fait au contraire des enfants zappeurs. On va vous dire ils ont du mal à se concentrer, non, mais quand ils écoutent à la fois la maîtresse, s'il y a un camion qui passe dans la rue, ils vont aller écouter aussi sec le camion, vous voyez, ils vont avoir du mal à fixer leur attention parce qu'ils écoutent trop. Paradoxalement. Le toucher, je vous ai dit, on en a parlé un petit peu, c'est les notions de mettre en place
ce qu'on appelle le sens exploratoire par le toucher, ce qu'on appelle le sens haptique, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'irritabilité tactile ou de toucher. La kinesthésie, c'est ce lien à faire entre le mouvement du corps et le déplacement. Les enfants déficients visuels, souvent, ils adorent bouger, contrairement à ce qu'on croit, ils aiment bien courir partout. Bon, la proprioception, généralement, ça marche très, très bien, surtout chez les enfants qui ont des handicaps associés. Ça, on va souvent les utiliser en rééducation, c'est ce qu'on appelle la sensibilité profonde. Par exemple, on va utiliser le sens vibratoire pour qu'il se ressente et que, hop, l'enfant arrive à se poser. Là, je vous ai noté la sensibilité vestibulaire. Ça, c'était essentiellement pour vous évoquer les phénomènes de blindisme et de balancement, de façon à pouvoir ressentir le vestibule. Mais à part l'appréhension des déséquilibres, il n'y a aucune raison qu'un enfant déficient visuel ait des troubles de l'équilibre. Puis enfin, le reste, le goût, l'odorat, etc., il n'y a bien sûr aucune perturbation. Chez les enfants aveugles congénitaux, on parle de plus en plus actuellement d'étudier le sens des masses et l'écholocation, qui sont en rééducation visuelle extrêmement utilisés, en particulier dans les pays d'Europe du Nord. Et vous allez être très, très surpris, par exemple, quand vous allez dans certains pays comme la Suède ou le nord de la Belgique, etc., vous allez voir des déficients visuels complets qui se déplacent avec une canne et qui vont accompagner leur mouvement de canne de claquements de langue, un peu caractéristique, ce qui leur permet de prendre des repères sonores assez particuliers. Et j'avoue qu'au point de vue physiologique, pour comprendre comment ça marche, c'est assez bluffant. J'espère vous avoir expliqué toutes ces conséquences éventuelles, et je dis bien éventuelles, en insistant sur le fait que pour les parents, pour l'entourage, le plus important, c'est de surtout ne pas mettre les enfants sous cloche et de les favoriser avec des expérimentations concrètes répétées. Il faut les faire jouer, il faut les faire participer à la vie de la maison, il faut aller les faire promener, il faut les faire toucher à tout, de façon à ce que c'est avec le maximum d'expérience, toute bête, les expériences de la vie de tous les jours que les enfants n'auront absolument, on va minimiser au maximum toutes les conséquences de la déficience visuelle. Et cela va nous permettre de déterminer quoi? De définir à la fois le profil sensoriel. Est-ce que votre enfant est visuel prépondérant? C'est-à-dire, est-ce que c'est la vue qui apporte le maximum d'informations? Est-ce que l'enfant est visuel dépendant? C'est-à-dire qu'il est un petit peu entre les deux mondes, il est malvoyant profond, mais il n'est pas aveugle complet. Et la vue, parfois, va lui apporter moins d'informations que l'audition, par exemple, mais il va quand même utiliser sa vue, c'est entre deux mondes. Ou bien est-ce que votre enfant a basculé sur les sens compensatoires? Tout sera observé et par les parents et par les services de soins, et on le fera toujours, bien sûr, en respect avec les différents processus de maturation cérébrale. Donc, en conclusion, j'espère, j'ai été un petit peu longue, bien sûr, en conclusion, pas de retentissement inéluctable, certainement pas chez l'enfant. La prévention des troubles, bien sûr qu'elle va exister, bien sûr, et tout ça, c'est tout simplement en offrant à l'enfant un espace d'expérimentation concrète la plus importante possible, c'est-à-dire tout simplement en se disant, je suis parent, c'est moi qui connais le mieux mon enfant, je sais ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, et à partir de là, je l'accompagne au mieux en multipliant toutes les expériences de la vie courante. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Docteur Lebaille, pour cette conférence absolument passionnante. Voilà, on a déjà quelques réactions justement sur l'intérêt qu'ont trouvé les membres à votre présentation, et même certains se demandant est-ce qu'on aura des traces de tout ça. Donc comme je vous l'avais demandé et comme vous nous y avez autorisé, cette conférence est enregistrée, donc elle pourra être revue. On la diffusera sur la chaîne de l'association et ainsi les gens pourront en prendre connaissance. Moi, j'ai eu une question pendant votre présentation parce que vous avez parlé des neurones miroirs. Et je me suis posé la question de savoir si un enfant albinos à la naissance va avoir les mêmes réactions. Parce qu'on nous dit souvent que l'enfant albinos à la naissance, il est aveugle, en gros. Alors, on sait qu'il a un retard dans le développement visuel, en plus d'une anomalie de ce développement. Mais est-ce que finalement, alors qu'il a peut-être déjà des bâtonnets, est-ce que déjà il manifeste ces réflexes-là? Eh bien, j'aimerais bien le savoir.
Ah bon, d'accord. Le Et problème, c'est qu'il faudrait faire des tests. franchement, il n'y a pas eu d'études dessus. On a très peu d'études là-dessus. Et en tout cas, moi, j'en sais rien. Alors que je vois des. Le problème, c'est que je suis beaucoup d'enfants albinos dans le cas des César, mais souvent, mes enfants tard, mes enfants, ils ont 5, 6 mois, voilà. Et donc, ils ont pris. Il faut observer ça chez l'enfant nouveau-né. Et le maximum de réponse, c'est jusqu'à l'âge de 15 jours. Et c'est pour ça que je décrivais tout à l'heure. J'ai pris un tout petit peu de temps pour décrire un petit peu l'expérience. Si des parents d'enfants avaient. Voilà, il faut essayer pour le voir. Moi, je peux vous dire que chez les enfants sans déficit visuel, moi, je l'ai fait sur tous mes petits-enfants, ça marche à tous les coups. Hein. Il faut simplement bien mettre la pièce dans la pénombre. Mais a priori, je ne vois pas pourquoi les enfants n'auraient pas de neurones miroirs. Oui. Vraiment au niveau de l'hypothalamus, c'est vraiment au niveau cérébral. Hein. Mais est-ce que tout compte fait, ça pourrait pas être un test qui est fait dès la naissance? Alors, c'est vrai qu'on fait les tests qui se font en maternité, ce sont des tests essentiellement, vous avez vu, avec l'œil de bœuf, hein, pour voir s'ils ont les poursuites et les saccades. Après, effectivement, ça n'est pas fait dans les maternités. Mhm. Parce que Moi, j'en parle aux nous, sages-femmes, mais ce n'est pas fait dans les ouais, maternités, ouais, et ouais, pas ouais. dans les recommandations de l'ARS en tout cas. Voilà, nous diffusons aux membres qui nous contactent, aux parents de jeunes enfants, ce que j'appelle les parents de fraîche date, une mallette qui contient un certain nombre de conseils justement Oui, pour la je vais montrer. stimulation visuelle et en particulier des grilles. Nous avons essayé un petit peu de reproduire ce qui a été fait dans le cadre du bébé vision par le professeur Vital Durand avec des grilles. Alors nous, on a pris simplement une grille noire et blanc Très pour bien. la poursuite, mais évidemment, les gens qui nous contactent ont des enfants qui sont déjà plus âgés et on est plus dans un essai de stimulation de l'enfant qui présente déjà un nystagmus, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'il y a Oui. une recherche de l'origine de ce problème. Une partie des enfants sont bien sûr diagnostiqués à la naissance, car leur apparence physique et l'hypopigmentation de leur œil est telle que c'est visible, mais d'autres, ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, à propos de ce nystagmus, finalement, vous n'en avez pas parlé dans votre présentation. Et Un, un- un tout petit peu quand j'ai évoqué, oui, voilà. oui, oui. Et donc, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup, beaucoup les familles, qui inquiète beaucoup les professionnels aussi, qui sont pas des spécialistes de la déficience visuelle. Et donc, la question est comment fixer finalement avec un nystagmus. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est d'un, quand il y a un nystagmus, l'enfant ne voit pas, et d'ailleurs, ils ont dû vous le décrire, hein, l'enfant ne voit pas le monde bouger. Mhm. Vous vous en rendez compte, hein. Vous avez vu comme le nystagmus est fluctuant selon l'état d'anxiété, selon etc., etc. Vous avez vu, il se déclenche, il ne se déclenche pas. Ça, c'est le premier point. C'est d'un, l'enfant ne le perçoit pas, le nystagmus. Pourtant, on va lui dire, hein, tes yeux bougent, mais comment ça se fait? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui va être important dans le développement de l'enfant, c'est le travail avec l'orthoptiste pour essayer de déterminer ce qu'on appelle la position de calme du nystagmus, c'est-à-dire est-ce que soit en regardant, alors ça dépend des enfants, mais soit en tournant la tête, soit en regardant un petit peu en convergence, etc., etc. Est-ce qu'il y a des positions de travail où le nystagmus diminue, hein? Et ça va vraiment être le rôle des orthoptistes et des opticiens, parce que le montage des lunettes, excusez-moi, le montage des lunettes pour le nystagmus est extrêmement particulier. D'accord. Donc, effectivement, Désolée, oui, on peut avoir une prise en charge je au vous niveau ouvre. orthoptique. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, Et oui. vous la préconisez à partir de quel âge? Ah, mais moi, je mets en place le suivi en psychomoteur à partir de l'âge de 5, 6 mois et le suivi en orthopsie, on peut commencer à 1 an, 18 mois, très petit. D'accord. Mais malheureusement, enfin, ça se fait par le cadre des S3AIS ou des Ouais. structures un peu Ça peut comparables. se faire en libéral, hein. Certaines ophtalmos le Oui. font, certaines orthoptistes. Je m'excuse, j'ouvre la porte. Je Excusez-moi, vous en prie, je un vous en quart. prie. C'est ton premier. Voilà, alors pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Bon, de toute façon, la présentation que vous avez faite, docteur Lebaille, était vraiment extrêmement complète et elle a passionné tout le Je suis monde, je désolée, pense, ils sont autant en avance. que moi. Voilà. Donc, il y a des réactions avec des félicitations. Hein, bravo pour cette présentation qui montre l'importance de l'accompagnement des familles dès le départ, à la naissance.
Et nous, effectivement, c'est ce qu'on essaye enfin, De disons mettre en place. de mettre en place. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Un certain nombre de familles sont un peu laissées dans la nature. Euh, voilà, donc on a plutôt des questions. On a une question sur le montage particulier des lunettes pour le nystagmus. Alors, vous n'êtes peut-être pas opticien, mais en tout cas, vous avez certainement Il y déjà. a des opticiens spécialisés là-dedans. D'accord, il faut prendre donc un Opticiens opticien. spécialisés là-dedans. Si vous regardez par curiosité, il y a eu récemment une conférence d'Optique 2000 en particulier. Alors, ce n'est pas pour leur faire de la pub, hein, mais ils ont fait toute une série de formations pour les opticiens sur les déficiences visuelles et l'enfant. Et il y avait tout un chapitre sur le montage des lunettes avec le nystagmus. D'accord.